À quoi pourrait bien ressembler la légendaire gardienne de la flamme du dragon? Imaginez une fée, cheveux roux flamboyants, grands yeux bleus et une transformation étincelante accompagnée d'une musique épique. C'est ça, le pouvoir le plus puissant de tout l'univers magique. Elle, c'est la princesse perdue qui découvre son identité, sauve le monde à plusieurs reprises et trouve l'amour auprès d'un beau prince. Voici donc Bloom, le personnage principal de Winx Club Saga, l'une des séries d'animation les plus populaires des années 2000. Et pourtant, malgré son statut iconique auprès des générations et sa joie de vivre qu'elle dégage, elle est détestée. Pas par tout le monde, bien évidemment, mais si vous traînez sur des forums de fans, les subreddits dédiés aux Winx et des sections commentaires de certaines vidéos YouTube, vous allez rapidement tomber sur un consensus qui s'est transformé en une vérité générale au fil des années. Bloom est le personnage le plus controversé, le plus critiqué pour beaucoup et le plus insupportable de toute la série dont elle est le personnage principal. Alors comment est-ce possible? Comment le personnage principal d'une franchise qui a vendu des millions de produits dérivés et généré 8 saisons d'animation et plusieurs films et même une adaptation Netflix peut-elle être à ce point détestée par sa propre fanbase? C'est la question qui va nous occuper aujourd'hui et croyez-moi, la réponse est bien plus complexe et révélatrice qu'on ne le pense. Oh oui, parce qu'en analysant pourquoi tant de gens détestent Bloom, on va découvrir quelque chose de fascinant sur la manière dont on raconte des histoires, sur ce qu'on attend des héros, et sur les pièges invisibles qui transforment un personnage attachant en cauchemar narratif. On va parler de racisme accidentel, de Marisou et de relations toxiques, et de pourquoi parfois la personne censée sauver le monde est exactement celle qu'on a envie de voir perdre. Mais avant de vous dire pourquoi Bloom est crucifié sur l'autel du jugement populaire, remettons les choses en contexte. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Ah, Winx! Si tu veux, c'était le feu quand j'étais gosse. Pour un gosse des années fin 90 comme moi et bien après, je suppose, vous avez sûrement connu ce générique. Et surtout, t'es fou le matin avant d'aller à l'école. Marcelino, Martin Mystère sur Canal J et j'en passe encore. Winx Club débarque sur nos écrans en 2004, créé par l'animateur italien Eugenio Straffi et produit par les studios Rainbow. À l'époque, personne ne croit vraiment au projet. Straffi lui-même raconte dans des interviews que les diffuseurs étaient sceptiques. Une série sur des fées adolescentes qui combattent le mal tout en gérant leur cours, leur amour et leur transformation magique. Ça semblait trop niche, trop girly, trop italien pour conquérir le monde. Sauf que twist, et tu le sais, Winx Club a conquis le monde. Surprise! La série devient rapidement virale, un phénomène planétaire, d'abord en Italie où les audiences explosent, puis en Europe, en Amérique latine et enfin aux États-Unis via Nickelodeon. En gros, pour te rendre compte, on parle de plus de 150 pays de diffusion via les traductions et des milliards de vues, des chiffres qui donnent le vertige. Et pourquoi un tel succès? Eh bien parce que Winx Club arrive au bon moment avec la bonne formule. C'est un mélange savant entre les Magical Girls japonais comme Sailor Moon. D'ailleurs, faudrait que je parle de la thématique des Magical Girls dans une autre vidéo. Dites-le moi en commentaire si vous le voulez. Donc je disais, mélange savant entre les Magical Girls japonais, les teen dramas américains tels que les relations, les triangles amoureux, la jalousie et une esthétique européenne moderne et surtout fashionable. Objectivement, les Winx ne sont pas que des héroïnes magiques, elles sont cool, elles ont du style pour les jeunes filles de l'époque et surtout elles vont en boîte, elles ont des petites amies, elles vivent dans un internat qui ressemble plus à un campus universitaire branché qu'à Poudlard. Et ça, c'est un cocktail explosif pour toute une génération de jeunes filles qui voudraient faire plus grande. Je me rappelle qu'à mon époque, toutes les jeunes filles de mes années collège et lycée voulaient toujours paraître plus grandes et les Winx étaient spécialement calibrés pour ce public. Alors que nous, bonhomme, tu connais frère, on n'a jamais regardé les Winx mon pote, ça c'est pour des gamines, ça nous regarder Dragon Ball, Naruto, tu rigoles, je me suis tapé des barres sur les Winx, je veux pas faire le gars, tu vois. En vrai, le matin avant d'aller à l'école ou au collège, je regardais mes petits épisodes de Winx sur Canal J ou sur Gulli ou encore sur T'es fou avec Martin Mystère, Gormiti et la panoplie. Je suppose comme bon nombre de jeunes filles ou garçons à l'époque, ce qui prouve que la série était vraiment bien calibrée pour un public précis et c'est de là que part le succès. Et au centre de tout ça,
il y a Bloom, l'héroïne principale. Bloom, c'est notre porte d'entrée dans cet univers. Au début de la série, elle est comme vous, jeune fille, une adolescente, tout ce qu'il y a de plus normal. Une jeune femme en devenir, orpheline, qui découvre qu'elle a des pouvoirs. C'est l'équivalent féminin du shonen, tel que Naruto ou One Piece, ou encore même Harry Potter. Elle suit parfaitement le trope du monomythe. Elle est invitée à rejoindre Alphea, tel que Naruto a rejoint l'Académie des Ninjas, ou Harry Potter a été invité à rejoindre Poudlard, ou encore Luffy qui veut devenir le roi des pirates. Allez voir ma vidéo sur le roi des pirates, vous trouverez le lien sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de votre écran ou dans la description de cette vidéo. Alphea, c'est l'école des fées, l'équivalent dans cet univers de Poudlard, où elle rencontrera Stella, Flora, Musa, Tecna et plus tard Aisha. Ensemble, elles formeront le Winx Club. Miroir encore une fois de ce qu'on peut voir dans notre monde réel avec les différents clubs de lecture, de musique ou d'art du sport. Ça prouve encore une fois que la série a vraiment un public cible et bien calibré. Vous. L'arc narratif de Bloom est classique mais efficace, c'est une quête d'identité. Qui est-elle vraiment? Et surtout, d'où viennent ses pouvoirs et pourquoi possède-t-elle la légendaire flamme du dragon, ce pouvoir ancestral qui a détruit et recréé des civilisations entières? Au fil des 3 premières saisons, et attention spoiler, mais bon, la série est relativement vieille, donc en fait on s'en fout, on découvre qu'elle est en réalité la princesse Domino, ou Spark selon les versions. Le Domino est un royaume magique détruit par des sorcières ancestrales dont ses parents étaient les dirigeants et ses parents biologiques justement ont sacrifié leur vie pour la sauver en l'envoyant sur Terre. Et ce type de background, ça ne vous rappelle rien? Si je vous dis encore une fois Naruto ou encore Harry Potter, ça vous parle? C'est du shonen à l'état pur. C'est puissant, c'est émouvant et c'est exactement le genre d'histoire qui fait vibrer un jeune public. Sauf que voilà, quelque part entre la saison 1 et la saison 8, quelque chose s'est cassé. Bloom est passé du statut d'héroïne attachante à celui du personnage le plus décrié de la série. Et pour comprendre le problème Bloom, il faut d'abord parler d'un concept qui hante les forums d'écriture créative depuis des décennies, le concept même de la Marisu. Le terme Marisu vient d'une parodie de fanfiction de Star Trek écrite en 1973 par Paula Smith. Dans cette courte histoire satirique, le personnage de Marisu était une jeune enseigne parfaite en tout. C'était la plus jeune officière de Starfleet, admirée de tout son équipage, capable de résoudre tous les problèmes et bien sûr, elle meurt héroïquement à la fin pour que tout le monde pleure sa perte. Et depuis, le terme Marisu est devenu un terme péjoratif pour désigner un personnage trop parfait. Et je suis sûr que vous connaissez ce type de personnage sans défaut réel, qui plie le scénario et la narration à sa volonté et qui semble être le chouchou évident de l'auteur. Et ce personnage, dans le cas de Winx, c'est Bloom. Prenons par exemple son pouvoir, la flamme du dragon, c'est littéralement le pouvoir le plus fort de l'univers magique. Pas l'un des plus forts, pas potentiellement l'un des plus dangereux, non, c'est le plus fort et point final. Ça signifie que narrativement, Bloom démarre la série avec un avantage déloyal. Les autres Winx, elles, ont des pouvoirs liés à la nature, à la musique, à la technologie, voire même la lumière. Ce sont des pouvoirs utiles, variés et intéressants, mais Bloom, elle a le feu primordial de la création et de la destruction. Dose, frère! C'est comme si dans un jeu de cartes, elle avait d'entrée de jeu les 4 as et tous les jokers, ou au Uno, elle avait tous les +4 et tous les reverses. Mais bon, en vrai, le vrai problème, ce n'est même pas d'avoir le pouvoir le plus puissant. Le problème, c'est comment la série traite ce pouvoir. Dans le cas d'Atom F, par exemple, dont j'ai fait la vidéo, tu pourras aller voir dans la fiche qui s'affiche en haut de ton écran ou en description de cette vidéo. Atom F, dans Invincible, a un pouvoir hyper cheaté, mais la série l'utilise à bon escient. Parce que dans un bon récit, un grand pouvoir devrait venir avec des limitations, des conséquences et des choix impossibles. Pensez à Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Prenez, par exemple, Elsa dans La Reine des Neiges, son pouvoir, son incroyable pouvoir de glace est mystérieux, dangereux, mais elle doit apprendre à le contrôler et il reflète son état émotionnel. Bloom, elle apprend à maîtriser son pouvoir de la flamme du dragon en étant juste déterminée, et c'est tout. Pas de dilemme moraux profond, pas de période où elle perd le contrôle de manière conséquente, elle est juste douée naturellement. Et c'est ça le premier signe de la Marisu.
Et le deuxième signal, c'est que toutes les intrigues tournent autour d'elle. Saison 1, les Trix, les méchantes veulent voler la flamme du dragon, donc Bloom est la cible. Dans la saison 2, le seigneur Darkar veut la flamme du dragon pour obtenir le pouvoir ultime, donc il cible Bloom. Et dans la saison 3, Valtor, le méchant le plus charismatique de la série, se dit en passant, a un lien direct avec la destruction de Domino, le royaume natal de Bloom. Et qui devient du coup la cible? Bloom. Quoi, vous n'en avez pas assez? Ok, on continue. Dans la saison 4, on aurait pu penser que cette saison tournerait autour de Roxy, la nouvelle fée de la Terre. Sauf que non, Bloom vole la vedette en devenant le mentor principal et en monopolisant les moments clés. Et même quand une saison tourne autour d'Aisha et des Serenix dont le royaume est directement menacé, dans la saison 5 donc, qui obtient la plus longue séquence de transformation? Et bah encore une fois, je vous laisse deviner, c'est Bloom. Vous commencez à voir les ficelles scénaristiques, les autres Winx existent pour soutenir Bloom. Elles ont des arcs narratifs, certes, mais ces arcs sont souvent traités comme des sous-intrigues, des parenthèses entre deux crises centrées sur notre héroïne aux cheveux rouges, et ça c'est épuisant. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde les Winx, on tombe amoureux d'un groupe et non pas que d'une personne. On aime la dynamique entre Stella la fashionista et Flora la douce. On aime voir Musa gérer ses relations compliquées avec Raven, ou encore on aime voir Tekna dépasser son côté robotique pour embrasser ses émotions. Mais systématiquement, la caméra revient vers Bloom. Elle prend le plus de temps d'écran, ses transformations sont les plus longues et ses relations amoureuses, on en reparlera, sont les plus développées. Même la Terre tourne autour d'elle à un moment donné, stop. Non mais à ce rythme-là, c'est plus les Winx Club, c'est Bloom et ses acolytes. Et petit à petit, ça devient frustrant parce qu'on a l'impression que les scénaristes ne font pas confiance aux autres personnages pour porter une intrigue, comme si sans Bloom il n'y avait pas d'intérêt à suivre une histoire. Et c'est ça le syndrome de la Marisu. Ce n'est pas juste qu'un personnage est trop fort ou trop important, c'est que l'univers entier semble exister pour le mettre en valeur au détriment des autres. Regardez les Mugiwara, chacun a des arcs bien définis des fois, et pourtant Luffy est le personnage principal. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur le rat des pirates, dont vous trouverez le lien sur le petit i en haut à droite de votre écran ou dans la description de cette vidéo. Mais attendez 2 minutes, on n'en a pas fini, parce que si Bloom était juste une héroïne surpuissante et centrale, ce serait déjà problématique, certes, mais on pourrait encore vivre avec. Mais le problème, c'est que dans la plupart des cas, Bloom prend des décisions absolument catastrophiques qui mettent tout le monde en danger. Et bizarrement, elle ne semble jamais vraiment en subir les conséquences. Bah tiens, l'arc de la Tour des Nuages par exemple, Bloom et les Winx explorent la Tour des Nuages, un lieu mystérieux et dangereux. Au milieu d'une salle vide, il y a des livres suspects posés en évidence. Tekna le dit bien à voix haute et littéralement ne touche pas à ça, c'est évidemment un piège. Et tiens, je vous le donne en mille, qu'est-ce que fait Bloom? Eh ben elle touche. Ah là là, c'était un piège, quelle surprise dis donc. Et encore une fois, Bloom retourne à la Tour des Nuages avec Sky, et encore une fois, il y a des livres suspects au milieu de la salle. Sky lui dit « Ne touche pas ». Bah, je pense que la première fois que Bloom a touché, ça lui a servi de leçon. Je pense qu'elle ne le... Eh ben non. Eh ben non. Non mais à ce stade-là, ce n'est plus de la naïveté, c'est de l'entêtement pathologique. Ou encore cet épisode où Bloom veut retoucher une robe, au lieu de prendre une paire de ciseaux comme une personne normale et sensée, elle décide d'utiliser un rayon laser de feu magique dans un lit, dans une pièce fermée. Résultat, un incendie généralisé. Et le pire, c'est qu'elle est la fée du feu, et elle plus que quiconque connaît le vrai danger du feu incontrôlable. Bon, maintenant qu'on y est, continuons. Sky lui brise le cœur et on y reviendra. Bloom, au lieu de parler à ses amis, de prendre du recul ou de se concentrer sur ses études, décide d'abandonner l'école. Elle quitte Althea, retourne sur Terre et abandonne son éducation magique parce qu'un garçon lui a brisé le cœur. Waouh, c'est non seulement immature, mais c'est aussi un message horrible pour les jeunes spectatrices. Elle véhicule un message de si ta relation amoureuse se passe mal, sacrifie ton avenir, et ça n'a aucun sens. Et encore une fois, vous voyez les ficelles scénaristiques. Ce n'est pas que Bloom fasse des erreurs. Faire des erreurs, c'est totalement humain et c'est même nécessaire pour grandir et pour un bon personnage. Le problème, c'est qu'elle fait les mêmes erreurs encore et encore et encore. Et ça fait beaucoup là, non, sans jamais vraiment apprendre et surtout, elle n'en subit jamais vraiment les conséquences. Quand Flora fait une erreur, elle s'excuse et se remet en question, et elle grandit. Quand Musa fait une erreur, elle doit reconstruire sa relation avec Riven pierre par pierre. Quand Aisha fait une erreur, elle porte le poids de la culpabilité et doit prouver sa valeur. Mais Bloom, elle, même quand elle fait une gaffe monumentale, tout le monde lui dit « Oh, Bloom, ce n'est pas de ta faute ». Et l'épisode suivant, on passe à autre chose. Le scénario la protège, elle a une armure en scénarium.
Et ça, que vous le vouliez ou non, ça crée inconsciemment de la frustration chez le spectateur. Parce qu'on voit bien les injustices. On voit bien que n'importe quel autre personnage aurait été tenu responsable, mais pas Bloom, jamais Bloom. Et ça me fait fortement penser à notre petite princesse Démon, que tu retrouveras dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou dans la description de cette vidéo. Je parle bien sûr de Charlie Morningstar. Et ça nous mènera à un autre aspect qui fâche fortement la fanbase, qu'on abordera peut-être dans une partie 2 de cette vidéo si celle-ci vous a plu. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, ils sont là pour ça. Et pour ce qui est du reste, n'hésite pas à exprimer ton opinion ou à dire ce que tu en as pensé de la vidéo dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici sur Otascrim, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi à cette chaîne ou à mes autres chaînes que tu trouveras en description en fonction des thématiques qui t'intéressent, entre les histoires complètes de tes fictions préférées sur Aramis Scream, de la culture générale et de la critique sociale sur Curious Scream, le gaming et plein d'autres thématiques encore. Et suis-moi aussi sur mes réseaux sociaux, liés en description ou sur la page d'accueil de mon profil. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.